43-0 pour l'ouverture du tournoi des 6 nations. La France a roulé sur un Pays de Galles inquiétant. Seul bémol de la soirée, le carton rouge de Romain Ntama qui laisse une grande question en suspens. Qui pour l'ouverture face aux Anglais? Ces derniers, plutôt très en forme face à l'Irlande, nous attendent armés pour un crunch qui s'annonce épique. On en parle tout de suite dans le Rugby Show. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui après une victoire de plus de 40 points face au Pays de Galles. Bon, c'est vrai, c'est la nation la plus en crise de ce tournoi, mais tout de même, on a vu du jeu, des choses qui nous ont plu et on sait que vous êtes, comme nous, très contents de pouvoir en parler aujourd'hui. Et pour en parler justement, vos meilleurs amis, nos meilleurs chroniqueurs sont à mes côtés, avec tout d'abord ce cher Victor Berton en direct du Mexique. Comment tu vas, mon cher Victor ? Ça va, alors pour moi il est 4h du matin là, donc c'est un peu tôt, mais je suis prêt à débattre et je suis prêt à vous lancer des petites pépites françaises. Là, vous allez pouvoir briller devant vos copains, ça va être une dinguerie. Hein. En troisième mi-temps, vous allez être les meilleurs. De son côté, il vous fait croire qu'il est 4h du matin, mais il est bien 16h chez lui. C'est ce cher Elios. Comment ça va, Elios ? Écoute, ça va, j'avais oublié à quel point c'était fatigant les week-ends de 6 nations. Enchaîner 3 matchs avec une pinte à la main, c'est pas facile. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler du crunch, et pas des céréales au chocolat, mais bien du Angleterre-France qui arrive le week-end prochain. Et toi, Thomas, je sens que tu es impatient de prendre la parole et de nous expliquer quel sera ton sujet du jour également. Oui, pour lancer ce crunch, on a eu un beau match 43-0 contre les Gallois. Et j'ai envie de vous parler un peu d'animation offensive, de tactique. De toute façon, on n'a pas vu beaucoup de défense. N'en dis pas plus, mon cher ami. Je propose qu'on te donne la parole tout de suite avec un petit résumé de ce France-Pays de Galles avec ton analyse tactico-tactique. C'est parti, trompette. Ok, je répète. Bonjour, c'est Christophe Urios. J'ai un message pour toi avant de continuer l'émission. Si t'es chaud, abonne-toi. Et si t'es froid, prends un pull et abonne-toi et va allumer le barbecue. Avant de vous parler de la tactique des Bleus, je voulais vous parler rapidement de la tactique du Rugby Show pour notre croissance et gagner en abonnés. Et bien sûr, la tactique, elle passe par vous, par le fait de s'abonner, d'activer la petite cloche, la notification pour voir les petites vidéos, si vous les aimez, bien sûr. Et donc maintenant, sans plus attendre, on va parler de choses sérieuses. La France est première du classement du tournoi Destination après une journée. On espère que ce sera pareil après 5 journées. Et on a quand même vu des choses assez intéressantes pendant ce premier match. Bon, déjà, on n'a pris aucun point. C'est quand même assez rare sur un match de 6 nations de prendre aucun point. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on a pris aucun point en 6 nations ? Contre ces mêmes Gallois, non ? Peut-être l'année dernière. Ah non. Non. Ça date. Hein. À l'époque où l'essai était encore à 3 points ou non ? Rien. C'est l'époque des victoires encourageantes. Sûrement contre des défaites encourageantes. Ah ouais. Mais je ne m'en souviens pas. Non, c'était contre la Namibie en Coupe du Monde 2023, si tu veux tout savoir. Ah ouais. Ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Mais en 6 nations, je sais pas. Hein. Je sais même pas si c'est arrivé. Ça se trouve, c'est jamais arrivé. Ouais, ça doit faire bien longtemps. Et donc nous on a un système de jeu qui se dessine depuis le mois de novembre là, avec des joueurs quand même de grande classe, notamment Antoine Dupont, que vous connaissez déjà tous bien, le numéro 9 de l'équipe de France, qui a brillé pendant seulement 50 minutes. Je pense qu'on l'a reposé une fois que le match était plié pour le match à venir contre les Anglais, dont Elios nous parlera tout à l'heure. Il a quand même délivré 3 passes décisives en 49 minutes, au pied, à la main. C'est un peu comme il veut, hein, il porte beaucoup le ballon. On l'a vu quand même beaucoup d'activité de ce jeune joueur prometteur. C'est assez ouf, hein. Surtout qu'il fait 3 passes D comme tu viens de l'évoquer, et je trouve qu'il n'y a aucune des 3 passes D qui est réellement une passe D de 9, tu vois. À chaque fois, c'est dans des positions très particulières. Après des percées comme un 10 ou alors avec un coup de pied pareil comme un numéro 10, donc c'est assez impressionnant ce type
d'action quand tu joues demi-mêlée, c'est pas évident. Bah, surtout que comme tu dis, c'est pas des passes D de 9 parce que c'est des passes D pour les ailiers. Et du coup, Ouais. à quoi servent nos centres en équipe de France? Je sais pas, plus à grand chose. D'ailleurs, Eux non plus ne savent pas. Hein. Il faudra en parler. Ouais, on en parlera sûrement au prochain épisode si on les voit. Parce que ça fait 4 essais, 2 de Biel Biarré, 2 d'Ati Sogbe. Et donc, c'était des passes à chaque fois de 3 passes de Dupont, une passe de Ntamak. Et donc, on a un peu ce système de jeu qui se dessine autour de la puissance de nos avants et la vitesse éclair de nos ailiers. Ouais, et je sais pas si vous avez vu cet article assez intéressant, je sais pas si c'est de ça dont tu veux parler Thomas, mais j'imagine cet article assez intéressant qu'a rapporté Rugbyrama et cette analyse tactique qui a été faite, où en fait il y a un espèce de système de jeu, on dirait, qui est en train de se construire en tour d'Antoine Dupont. Ouais. Et je trouve que c'est plutôt fort de la part de l'équipe de France, puisque quand tu as des qualités et des hommes sur lesquels tu peux compter, c'est plutôt malin de construire autour de tes forces. Ouais, exactement, mais je crois qu'on a simplifié pas mal notre système de jeu et que donc on s'appuie sur la puissance de nos avants parce que nos avants sont puissants et la vitesse de nos ailiers parce que nos ailiers sont rapides. Et donc et pour coordonner tout ça, il y a un maestro qui s'appelle Antoine Dupont et qui fait un peu ce qu'il veut sur le terrain et on l'a beaucoup vu jouer en reculant et on va essayer de vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est parce que il y a ce plan de jeu qui est devenu plus simple pour nos avants. Le jeu qui est appelé le jeu en tank, qui a été développé par William Servat et par Patrick Arletaz. William Servat, l'entraîneur des avants, et Patrick Arletaz, entraîneur de l'attaque, en charge des 3/4, et qui consiste à proposer systématiquement 3 solutions à Dupont autour des rucks. Donc on va le voir en image, où là, c'est sur le premier essai d'Ati Sogbe. Dupont, il est là autour du ruck, il navigue, tu as tous les Gallois qui le regardent. Donc déjà, tu te dis, OK, il attire les défenseurs. Il a l'option François Creuse pour remettre à l'intérieur. Donc toujours une option intérieure, voilà, pour faire éventuellement une petite chistera ou alors une cellule d'avant qui se propose pour aller péter. Et lui, éventuellement, il va jouer en pivot avec eux ou alors il va jouer dans le dos de la défense. Et il va pouvoir avoir de l'espace et donc vraiment reculer derrière ses avants, un peu à la manière d'un quarterback américain. Ouais. Et après, il va distribuer à la main, au pied, un peu comme il veut. De toute façon, il sait tout faire. Pied droit, pied gauche. Je ne sais même pas s'il est droitier ou gaucher, ce mec. Et les deux. Hein. Ouais. Il est droitier, mais son pied gauche était un de ses points faibles. Il a énormément travaillé et c'est devenu limite un point fort par rapport à d'autres numéro 9 aujourd'hui. Et donc, ce travail dans l'axe qu'on a vu contre les Gallois autour des rucks, ça permet de libérer de l'espace sur les extérieurs. Et il y en a un qui en bénéficie particulièrement, c'est Dupont, qui avant prenait beaucoup de contacts. Tu vois, on le voyait souvent autour des rucks. Parfois, il tergiversait un petit peu, même si c'était souvent bénéfique. Et là, on le voit prendre un petit peu plus de recul. Et peut-être que ça vient de son expérience en rugby à 7, où les mecs prennent un peu plus le temps de jouer, de regarder ce qui se passe. Et du coup, sur le premier essai, ça fait quarterback américain qui balance au pied. Ouais. Et c'est un peu galère de monter sur un Dupont qui recule parce qu'à tout moment, il te met un crochet et c'est ciao. Et donc, les défenseurs ont un peu peur. Et on le voit sur le deuxième essai d'Ati Sogbe où là, Dupont, pareil, il va faire croire qu'il va donner à ses avants. Et donc, tout à l'heure, les défenseurs, ils n'étaient pas montés assez vite. Là, ils vont monter un peu plus vite. Ça va libérer un espace pour Dupont qui va percer. Il va mystifier Liam Williams d'un crochet. Ça, c'était un scandale. Et puis après, tu as tout le monde qui est dans l'acte, qui est resserré autour de lui, vu qu'il vient de percer. Tu as Ati Sogbe qui a bien senti le coup dans le cercle bleu, qui est resté bien dans son couloir. Et donc, Dupont, au moment où il lève la tête, il voit un Ati Sogbe tout seul à qui il va pouvoir transmettre le ballon. Et ça nous donne une merveille d'essai. Et c'est pour ça qu'on a mis autant d'essais sur les ailes, parce que voilà, il y a vraiment ce travail de sap des avants puissant avec un Antoine Dupont et une charnière globalement qui font ce qu'ils veulent. Ouais. Et ensuite des ailiers supersoniques. Après, moi, la question que je voulais vous poser, est-ce que c'est peut-être un peu risqué de dépendre encore plus de Dupont à ce point ? Là, la dépendance, elle a l'air quand même relativement forte, parce que tu parlais du jeu des avants qui était vachement frontal dans l'avancée. Moi, ça me fait penser un peu à l'Irlande à l'époque où ils étaient hyper dominants, mais le playmaker, c'était le 10, pas le 9. C'était Sexton. Et là, le fait que ce soit le 9, je trouve ça assez inquiétant. Je suis pas sûr que le Garrick puisse, entre guillemets, copier ce style de jeu et être aussi performant qu'un Dupont avec cette stratégie-là.
Moi, je trouve qu'il y a des neufs en France qui peuvent prendre le relais de Dupont, enfin, en tout cas, qui ont un peu les mêmes caractéristiques. Vous prenez un Couillou, vous prenez un Jono. Derrière, ça va être des neufs assez explosifs, assez intéressants en attaque, et donc qui pourront substituer Dupont. Après, Dupont, ça reste Dupont, c'est le plus grand. Enfin, pour moi, c'est le GOAT, donc c'est dur à le substituer, quoi qu'il arrive. Mais quand vous avez un Dupont, il vaut mieux s'appuyer sur lui que pas de s'en appuyer. Enfin, c'est sûr qu'être dépendant de lui, c'est inquiétant dans un sens, mais c'est aussi une énorme force. Parce que c'est pas vous inquiétant. appuyez sur votre meilleur joueur. Et après, moi, je trouve ça assez intéressant parce que ça permet à Dupont de jouer beaucoup plus en lecture, et c'est-à-dire il va prendre des fois un petit pas de recul et il va pouvoir voir si c'est le mec qui était en garde qui n'est pas monté, si c'est les autres vont monter plus vite, voir l'espace, voir avec ce pas de recul, des fois, ça lui permet d'être beaucoup plus en lecture et pas d'être ultra stéréotypés comme sont les Irlandais ou les Sud-Africains avec un schéma de jeu appliqué quoi qu'il arrive. Donc ça, j'aime beaucoup. Et comme Dupont, il a des qualités exceptionnelles en termes de vitesse, de crochet, de pénétration, parce qu'il est aussi fort qu'un talonneur et autres, et ça permet qu'il les exprime à fond, quoi. Ouais, il a des qualités pour moi qui dépassent même ça, hein, qui vont un peu dans la pression sur le corps arbitral, etc. Je pense qu'aujourd'hui, pour un arbitre, c'est beaucoup plus difficile de siffler un potentiel en avant de Dupont que tu peux le faire pour un autre joueur, tu vois, dans le 15 de France. Donc je pense en effet qu'on a une dépendance à Antoine Dupont. Et pour conclure là-dessus, que cette dépendance, on est super content de l'avoir parce qu'on a juste le meilleur joueur du monde dans notre équipe, que c'est normal qu'il ait un rôle d'animateur, que le neuf de toute façon a un rôle d'animateur, que lui c'est un rôle de chef d'orchestre et que c'est normal que l'équipe tente de se construire autour de ses fulgurances et de ses folies. Ntamak le résumait très bien il y a quelques jours sur France Télévisions en disant moi mon rôle c'est juste de tenter de gérer les fulgurances d'Antoine Dupont, et il faut aussi des mecs qui sont stables comme ça et qui font tout pour que le chef d'orchestre puisse être le mieux possible, et ça me semble génial. Mais la semaine prochaine, malheureusement, contre l'Angleterre, qui va gérer les fulgurances d'Antoine Dupont? Et mon cher Thomas, je propose qu'on en parle maintenant, mais juste après les trompettes. Le sujet qui fait trembler l'équipe de France et qui fait sourire les Anglais, c'est Romain Ntamak qui est suspendu pour un plaquage dangereux sur son vis-à-vis Ben Thomas à la 71e minute. Il attend de passer là en milieu de semaine devant la commission de discipline. Commission de discipline indépendante, malgré la pression qu'ont tenté d'exercer Fabien Galtier et Antoine Dupont à la télévision juste après le match. Évidemment, je crois que c'est le premier carton rouge de Romain Ntamak, où c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu s'illustrer sur des grandes fautes. Ouais. C'est plutôt un joueur qui descend sur ses plaquages, hyper respectueux de l'adversaire, etc. En général, c'est plutôt un Thomas Ramos ou un mec comme ça que tu vois s'énerver sur une ligne de 3/4, mais pas un Ntamak. Étonnant d'ailleurs, puisque c'est un carton rouge qui arrive à la 71e minute. Le match est pris depuis un petit moment. Il aurait même pu être changé et ne plus jouer, Ntamak. Donc c'est, je pense, de la fatigue probablement, ou la malchance, ça arrive aussi. En tout cas, cette suspension soulève une grande question. Qui sera le joueur à l'ouverture contre les Anglais à Twickenham ce week-end? Puisque vous le savez, le crunch aura lieu ce week-end. Alors, on vous a posé la question sur notre page Instagram et on affiche les quelques réponses que je te laisse commenter, Thomas. Ouais, on a sélectionné. On fait on a un nouveau système on vous pose une question une semaine et la semaine d'après, on en parle dans l'épisode. Et donc, on sélectionne les deux réponses qui nous ont le plus plu. La première réponse, c'est William qui trouve ça logique. Il vaut mieux changer un joueur poste par poste en cours de compétition que de devoir en déplacer 3. À la question que pensez-vous d'un retour de Mathieu Jalibert contre l'Angleterre? Et du coup, ce qui veut dire, c'est que si c'est pas Mathieu Jalibert, c'est probablement Thomas Ramos. Et si c'est Thomas Ramos, ça veut dire que tu dois bouger Ramos en 10. Qu'ensuite, tu dois bouger Bielbiarré en 15. Parce que tu as Buros qui est blessé, parce que tu as Barré qui est blessé. Et ensuite, que tu dois remettre un nouveau joueur sur l'aile. D'ailleurs, probablement Damien Penaud qui ferait son retour ce week-end. Enfin bref, changer 3 joueurs, c'est pas forcément terrible. Alors qu'un remplacement poste par poste de Jalibert pour Ntamak, surtout si c'est pour un seul match, on attend de voir mercredi la durée de la suspension, mais potentiellement ça nous mettrait bien. Et même si c'est 2 matchs d'ailleurs,
puisque s'il est suspendu 2 matchs, il pourra potentiellement purger sa suspension pendant le match de top 14 qui a lieu entre le match contre l'Angleterre et le match contre l'Italie 2 semaines plus tard. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de William? Écoute, moi je pense que William il a raison et je pense que c'est ce que Galtier va faire. Je sais pas si Galtier a lu le commentaire de William, mais non, mais très clairement. Après, le truc c'est que c'est évidemment plus facile de changer qu'un seul joueur. C'est ce qu'on disait aussi au moment où Ntamak était blessé et au final il a quand même réussi décider de mettre Ramos et ça marchait aussi très très bien. Donc entre guillemets les résultats passés nous ont prouvé le contraire, mais Galtier il a quand même l'air de se diriger vers cette option-là d'après ce qu'il a dit dans les médias là, après le match. Ouais, et t'as Joséphine qui elle trouvait pas trop pour un recours de Jalibert en équipe de France, qui trouve que son ego est trop gonflé, pas assez d'humilité pour l'équipe de France pour elle. Voilà, c'est sûrement dû à ces petites sorties médiatiques, à ce dont les médias ont parlé pendant la tournée de novembre, quand Jalibert avait quitté l'équipe de France suite à une décision commune avec Galtier. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je suis plutôt d'accord avec Elios et c'est se dire aussi que aujourd'hui, on a le meilleur 15 au monde, Ramos, et il faut le faire jouer en 15. Enfin, quand vous avez le meilleur joueur à son poste, c'est comme Dupont, il faut le faire jouer en 9 parce que c'est le meilleur 9. Il pourrait jouer 10, mais c'est mieux de le faire jouer 9. Et ben, l'Angleterre, ça va être aussi un match où on va avoir beaucoup de coups de pied de déplacement parce que ça va être un match très tactique. Ah, et on a besoin d'un 15 qui soit comme Ramos, avec un pied fantastique, qui occupe très bien le terrain, qui fait des 50-22 à gogo. Enfin, voilà, c'est juste hallucinant. Et après, Jalibert, c'est d'une logique imparable. En plus, avec tes arguments que tu as amenés, toi, Thomas, en disant que les autres 15 qui pouvaient le substituer ne sont pas disponibles. Et Bielbiarré, qui pourrait être une option, pour moi, n'a pas les qualités, on va dire, aériennes, alors que les Anglais sont très, 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 très forts en l'air. Et après, il n'a pas les qualités de pied qu'a un Ramos aussi. C'est sûr. Un Jalibert et un Dupont commencent à se connaître quand même. Hein. Ils ont eu des matchs en Coupe du Monde, etc. Donc c'est des joueurs qui savent jouer ensemble. Oui. Pareil, Mathieu Jalibert, il est quand même entouré de Bordelais sur sa ligne de 3/4. Donc c'est des mecs avec qui il a l'habitude de jouer, qui va savoir aller chercher sur des touches, etc. pour des courses. C'est vrai que Jalibert, il a Moefana en 12 qui est bordelais. Il a Penaud potentiellement qui va faire son retour, Bielbiarré, les deux ailiers. Ouais. Et dans l'épisode précédent, les gars, on parlait de l'association et du duo juste exceptionnel qui a marqué quasiment 10 essais en 2 matchs à eux deux en Coupe d'Europe. Jalibert-Penaud. Penaud revient. Je trouve ça assez cohérent aussi d'aller associer un Jalibert avec. Je suis d'accord avec toi. La seule chose qui, pour moi, peut être un sujet dans l'absence de Ntamak, c'est que Romain Ntamak a une attitude un peu plus effacée en tant que 10 pour faire justement ce qu'il disait dans la presse, de être un peu effacé par rapport à un Antoine Dupont qu'il faut réussir à canaliser et à gérer. Et c'est vrai, et là je rejoins un peu Joséphine, qu'il a une personnalité beaucoup plus marquée, Jalibert, et qu'il a envie d'aller faire peut-être la passe de trop ou le cadrage débordement de trop. Et peut-être que ça, c'est des choses qui peuvent nous coûter contre l'Angleterre. Après, moi, j'ai une confiance absolue en ce joueur qui sera capable, à mon avis, de tenir l'équipe de France. Et je suis assez d'accord que quand tu as un 10 de formation qui se présente, c'est lui qu'il faut mettre sur ta fiche de match. Après, moi, j'ai un truc à dire, c'est que Ntamak va quand même nous manquer. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ces automatismes avec Dupont. Et j'ai une petite stat intéressante, c'est que vous savez quelle est la charnière qui a été le plus alignée de l'histoire de l'équipe de France ? Camille Lopez, Morgan Parra. Dupont-Ntamak. C'était leur 28e, non voilà, c'était leur 28e et il n'y a jamais eu autant de fois 2 joueurs associés à la charnière. Donc c'est quand même des automatismes et en plus qu'ils jouent tout le temps ensemble depuis très longtemps à Toulouse. Voilà, c'est quelque chose qui compte, je pense, dans l'esprit de Fabien Galtier.
Ouais. Et pour finir, moi juste réagir sur le commentaire de Joséphine. Moi, je pense que quand même, non, je pense quand même que Bon, parce Jalibert. que Joséphine, Non, parce que Galtier, il a dit, c'est pas une polémique Jalibert, c'était une histoire Jalibert. Et je pense que le coach et le numéro 10 ont beaucoup discuté depuis quelques mois. Et je pense que là, il va réussir à rentrer dans le moule, Jalibert. Et j'espère qu'il va réussir à pas à copier ce qu'a fait Romain Tamac, parce qu'on lui demandera jamais de se travestir. Mais je pense qu'il peut rentrer dans ce système de jeu de quarterback qu'on a décrit en début d'épisode. Et j'espère qu'il fera pas la tête de con et qu'il nous offrira un grand match et un grand crunch quand même. eh ben, un grand crunch, Elios, je propose qu'on en parle tout de suite parce que ce n'est pas uniquement Mathieu Jalibert qui sera aligné ce week-end, mais également une quinzaine d'Anglais qui seront a priori sur le terrain. Et je propose que tu nous en parles maintenant avec l'analyse de l'Angleterre. C'est parti, trompette. On oublie, puisque c'est la première fois qu'on vous a posé une question, n'oubliez pas, chers amis, qu'il y en aura une la semaine prochaine. On vous la pose en fin d'épisode. Et tout de suite, place aux Anglais avec toi, mon cher Elios. Direct là, sans transition. Merci. Transition. Alors oui, Clément, le crunch, c'est certainement le match qu'on préfère le plus dans ce Six Nations, en tout cas autant que français. Un match qu'on préfère depuis quelques temps, puisque à l'époque, c'était quand même compliqué dans les années 2010 et on y allait un petit peu avec la peur. Cette fois-ci, ça fait 3 fois qu'on s'impose dans ce crunch. Vous vous souvenez certainement, les gars, de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a joué en Angleterre, à France-Angleterre. Absolument. On les a fumés avec, je sais plus, on n'était pas loin du 49-3 puisque c'était la blague qui courait un peu partout sur les réseaux sociaux à Twickenham. Ouais, je crois que c'était 54-10 ou quelque chose comme ça. Exactement. Ouais, pas très loin, c'était 53-10, un score sans appel. À l'époque, l'Angleterre n'était pas, entre guillemets, oui, Clément, aussi performante. Si je peux me permettre si je peux me permettre, c'est un des meilleurs épisodes que le Rugby Show n'a jamais sorti, c'est la bataille de Twickenham. Je vous invite à aller creuser et à la retrouver dans nos anciens épisodes. C'était complètement fou. C'était complètement fou les débriefs de ce match. C'est ça, dans les archives. Creuser dans les archives. Mais moi, je voulais revenir, les gars, sur la performance de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est pas du tout la même équipe que celle qu'on a affrontée à Twickenham il y a 2 ans. On les a vus très, très dangereux contre les Irlandais. On a même vu qu'ils dominaient à la mi-temps. Thomas, il a raté le début du match, donc il n'a pas vu cette partie-là. Mais à la fin, on y a presque cru pour les Anglais. Et avant de rentrer dans les détails de ce crunch, moi, je voulais un peu vous parler des forces vives anglaises et qu'on fasse une petite revue d'effectifs des Anglais, parce que je pense que leur équipe, elle vaut quand même leur pesant d'or. Et ils ont quelques individualités qui vont nous faire pas mal de mal, justement. Le premier dont je voulais vous parler, c'était Ollie Lawrence, le numéro 13, qui a fait un match fantastique. Il aurait pu être nommé homme du match contre l'Irlande. C'est un joueur qui avance sans arrêt. On l'a vu à l'œuvre de la première à la 80e minute contre l'Angleterre. Est-ce que vous pensez, les gars, que c'est un joueur qui peut nous faire du mal, notamment par exemple en face d'un Pierre-Louis Barassi qui pèse 40 kilos de moins et qui est-ce que vous pensez que ce joueur peut nous faire du mal comme il a fait du mal à l'Irlande? Ouais. Quand on voit les grands défenseurs qu'il y avait en face pour les Irlandais comme Bundy Aki ou autres, ouais, c'est inquiétant. Quand tu vois aussi ses performances qu'il a eues avec Bath face au Leinster, c'est aussi inquiétant pour l'équipe de France parce qu'il est vraiment extrêmement performant. Il est, je pense, dans son meilleur niveau de sa carrière en ce moment. Pourtant, ça fait déjà 5 ans qu'il est en équipe d'Angleterre. C'est pas un tout nouveau appelé. Mais il s'est imposé et maintenant il fait partie des meubles pour le 15 de la Rose, quoi. Ouais, je sais pas, Barassi et Moefana, ça s'échappe pas au plaquage, hein, mais c'est vrai que c'est pas la même puissance. Ouais. Ensuite, les gars, on a vu une troisième ligne hyper dominatrice qui a pas craqué. Enfin, si, ils ont craqué un peu comme des biscottes en fin de match, mais jusqu'à la 60e, on a vu une troisième ligne avec les frères Curry et Ben Earl notamment, qui je crois a été nommé dans les 3 meilleurs joueurs du tournoi destination l'année dernière. On sait qu'on n'a pas à rougir niveau troisième ligne, mais ils vont certainement mettre une pression dingue sur Antoine Dupont, le nouveau quarterback français. C'est aussi quelque chose, je pense, qu'on peut craindre, non, cette grosse troisième ligne anglaise. Les jumeaux Curry en 6 et en 7 et puis Ben Earl en 8. C'est vrai que Curry, ça faisait longtemps qu'il enchaînait les blessures et qu'il avait quand même commencé une carrière très très fort. Et là, Ben Earl
associés avec lui, c'est quand même deux joueurs de grande classe. Quand tu vois qu'il y a Cunningham South ou Tom Curry, Tom Willis, le frère de Jack Willis sur le banc, tu te dis que les mecs ont de la ressource. Mais franchement, en troisième ligne, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Avec on Aldridge, est pas mal, mais... Ça va. mais honnêtement, les frères Curry, je les ai trouvés hyper intéressants et des profils qui peuvent contrer la France. C'est-à-dire, c'est des profils pas très grands, mais ultra mobiles. Donc nous, avec notre jeu où on veut vraiment déplacer le ballon, ils peuvent être très efficaces contre nous. C'est aussi des profils très très bons gratteurs. On les a vus être excellents contre les Irlandais dans les rucks. Donc ça peut être un petit peu un point de rouille dans notre machine bien huilée, parfois toulousaine ou bordelaise, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, les Anglais, ils me font beaucoup plus peur que prévu. Enfin, je sais plus qui avait annoncé. Je crois que c'était toi, Elios, qui avait annoncé potentiellement une grossissation de l'Angleterre. Franchement, ils m'ont fait kiffer contre l'Irlande. J'espère que c'est intéressant parce que c'est toujours bien quand tu as un crunch à niveau et que tu te retrouves avec une équipe qui a du potentiel et du jeu. Et je suis content d'aller jouer les Anglais dans ces conditions-là. Ouais. Après, un truc qu'il faut quand même prendre en compte sur le match contre l'Irlande, c'est qu'à un moment, il y avait quand même 27-10 et une fois que les Irlandais ont pris le bonus offensif, ils ont un peu levé le pied et ils ont pris 2 essais à la 76e et à la 82e. Et je pense quand même que les Anglais, ça a tapé très très fort ce match. Il y a eu une grosse intensité, beaucoup de volume de jeu, beaucoup de temps de jeu effectif. Et les Anglais, forcément, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ils vont arriver un petit peu éreintés, un peu capot ouvert, contrairement à des Français qui ont un peu déroulé et qui n'ont pas forcément beaucoup cogné, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont forcé jusqu'à la 80e les Anglais pour aller arracher un bonus défensif. D'ailleurs, ça fait bien chier qu'ils arrachent ce bonus parce que ça aurait pu se terminer avec une victoire à 4 points de l'Irlande. Et finalement, tu as l'Irlande qui a chopé les 5 points et l'Angleterre qui repart avec le bonus défensif aussi. Donc, le bonus, ça fait pas vraiment nos affaires. Tous les points ont été donnés. Mais c'est sûr qu'ils ont eu un match d'une intensité bien supérieure à la nôtre. Nous, on a sorti du point à la 50e, Ramos à la 60e, je pense. Enfin, on a reposé nos cadres, on arrive avec plus de fraîcheur, mais eux, ils arrivent peut-être mieux préparés. Ils ont joué un gros match déjà. Nous, on n'a pas joué. C'est la question entre le rythme et la fraîcheur. Moi, des fois, je préfère au deuxième match, je préfère avoir du rythme que des fois de la fraîcheur. C'est ce qu'a dit en plus Fabien Galtier, où j'ai entendu aussi un petit peu à la radio. Il disait c'était un match, la France d'entraînement. Les joueurs n'étaient même pas fatigués à la fin du match. Donc c'est sûr que eux, les Anglais qui ont fait une répète ultra intensive contre les Irlandais, ils vont arriver peut-être avec un niveau d'intensité dès les premières minutes qui vont peut-être être un petit peu supérieurs à nos Français qui vont peut-être se voir un petit peu trop beaux. Et en plus, j'ose rappeler que les Anglais sont quand même n'ont pas gagné une seule grande nation qu'ils ont affrontée depuis un bon moment. C'est-à-dire, les seules victoires qu'ils ont eues, c'est contre les Japonais, et sinon, c'est que des défaites entre 1 à 9 points, donc des défaites encourageantes, mais ça reste des défaites. Donc, nous, je pense que la France part favorite face à ces Anglais au vu des derniers résultats. Ouais. Après, attention, tu dis qu'ils n'ont pas gagné depuis longtemps contre une grosse équipe, c'est vrai, mais la dernière fois qu'ils ont gagné, c'était chez eux, contre une grande équipe d'Irlande, 23-22 l'année dernière. Donc, faut quand même garder en tête que c'est pas gagné non plus d'avance, même si on reste quand même les grands favoris au niveau des bookmakers notamment. Et puis, entre le match où on est allé gagner de 50 points à Twickenham, il y a eu aussi un match à domicile où on a failli perdre. Voilà, donc, et France-Angleterre, à la fin, c'est comme des derbies PSG-OM ou tout est possible. ASM-CAB, hein. C'est toujours difficile, quoi. C'est toujours d'une intensité folle et avec une pression monstre et à voir qui va subir le mieux la pression. Mais avantage France, et j'espère que monsieur Mathieu Jalibert va montrer un peu ce que c'est le poste d'ouverture à son compère Marcus Smith. Je pense que Jalibert va faire un gros match. Je vois bien un petit doublé de Mathieu Jalibert. Ouais. Et la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était Harlequins Bordeaux. Et les Harlequins étaient venus gagner à Bordeaux. Donc c'était intéressant. Il va y avoir plein de matchs dans ce match. Ce week-end, les gars, ça ne sera pas le seul France-Angleterre.
du rugby, puisque chez les moins de 20 ans également va se jouer un petit crunch, le petit crunch comme on l'appelle, le crunchy crunchou, Le canchonnet. le crunchounet, qui se jouera également en Angleterre. Et je crois, Victor, que c'est toi qui voulais nous parler un petit peu des petites pépites U20 qui risquent d'intégrer plus tôt que prévu le collectif du 15 de France. Et je propose que tu nous en parles tout de suite. Et c'est parti, trompette. Bon, nous aussi, pour se chauffer pour ce petit crunchouille, on a roulé sur les Gallois en U20, 63-19. Et du coup, ça nous prépare peut-être au remake de la finale de la Coupe du Monde U20 de l'année dernière. Les Anglais sont champions du monde. Et du coup, on vient essayer de prendre notre revanche la semaine prochaine. Il y a pas mal de joueurs français qui brillent avec cette équipe de France U20 et on en voit beaucoup qui montent ensuite avec les pros. Il y a des Biel Biarret, des Atis Ogbe, entre autres, qui ont fait la transition très récemment. Toi, Victor, tu vas nous parler de ceux qui vont faire la transition très prochainement. Oui, je vais vous parler un petit peu des quelques joueurs là qui ont notamment brillé face à ces rouquins boutonneux et un peu balbutiants. On va dire que il y a des joueurs assez exceptionnels dans les U20 et je vais vous présenter des petites pépites parce que je pense que tout le monde aime bien briller devant ses copains en parlant des pépites qui vont peut-être intégrer l'équipe de France et en tout cas qui seront présents dans le top 14 et qui sont très prometteurs. Alors je vais commencer par le premier. Victor, c'est le genre de mec en soirée. Vas-y, pardon. J'allais dire, Victor, c'est le genre de mec en soirée qui, pour draguer des meufs, lui dit qu'il connaît les petites pépites en moins de 20 ans. Mais ça marche super bien, les gars. Faut juste tomber sur la bonne. Voilà. Et du coup, le premier par lequel je commence, c'est Hugo Pacom. Donc, c'est un arrière assez prometteur. C'est un pro il est déjà pro depuis 2 ans à Colomiers. Il est annoncé notamment à La Rochelle pour ni plus ni moins remplacer Brice Dulin. Donc, c'est un arrière assez racé. C'est très fort sous les ballons hauts. Il est doté aussi d'une vision de jeu assez intéressante. Et c'est nul doute, je pense qu'il sera une tête à suivre dans les années prochaines, en tout cas en top 14. Et pourquoi pas peut-être derrière un Thomas Ramos dans les années à venir. Ok. Après, il y en a un deuxième là on parle de La Rochelle, c'est Diego Jurde qui joue à La Rochelle, qui a fait un magnifique 9 sur 9 au but, donc très très bon buteur. On l'a déjà vu jouer notamment contre Toulon en top 14 et O'Gara l'avait même assez ovationné après le match. Il avait même dit qu'il regrettait de ne pas l'avoir fait plus jouer avant ce match-là. Et il a notamment aussi brillé, j'ai lu face à Brive en espoir, petite anecdote pour Elios, mais les Brivistes ont dominé tout le match et Diego Jurde a mis un drop sensationnel en fait à la fin et qui a scellé la victoire pour les Maritimes. Et donc, ça explique aussi pourquoi Hugo Reus est annoncé partant aussi au MHR, c'est que La Rochelle compte investir un peu sur Diego Jurde. Okay. Ensuite, il y a un petit Mousquet. C'est un ailier de poche, mais aux appuis électriques de Bayonne. Il avait notamment ultra brillé face au Loup à Gerland. Et il avait vraiment permis de sceller la victoire bayonnaise en terre lyonnaise. Et il a encore mis un doublé ce week-end. Il est vraiment très prometteur et c'est un peu un ailier à la Atis Ogbe ou à la Biel Biarret. C'est des ailiers de poche, mais très très sans sas. Et le dernier, c'était local, notamment parce que ça se jouait à Vannes, c'est Tacola qui était un récent vainqueur avec Vannes face au Stade Français. Il avait été très bon, notamment face au Stade Français. Et donc, c'est un des joueurs qui a le plus de temps de jeu en top 14 dans ces U20. Et c'est un ailier très très prometteur et je pense qu'il va pouvoir certainement amener un peu de concurrence dans les années à venir en équipe de France, alors que c'est un poste quand même qui est de plus en plus fourni. C'était peut-être un poste, je trouvais, il y a peut-être 2-3 ans où on ne savait pas trop, quand il n'y avait pas même des Villiers, des Atis Ogbe, voilà. Et maintenant, avec des Tacola, des Mousquet et d'autres joueurs comme des Dréan qui arrivent, je trouve qu'on devient très fourni. Vous, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez des petites pépites ou que vous avez bien aimé en U20.
Moi, c'est le collectif des U20 que j'ai vu briller ce week-end. J'ai surtout vu le score et j'ai regardé comme toi les notes qui ont été adressées aux joueurs à la fin du match. Le seul truc que je trouve rassurant et qu'on peut conclure de ça, c'est qu'on a des formations françaises qui sont a priori dans l'air du temps. On domine largement les Gallois, que ce soit dans les vrais 15 bleus ou dans les moins de 20 ans. Donc c'est rassurant. Inquiétant pour eux par contre, puisque tu vois que ça se trouve également chez les plus jeunes. Et du coup, tu te demandes où est-ce qu'ils vont réussir à trouver des solutions pour l'avenir de leur rugby. Non, c'est clair. Et maintenant, il n'y a vraiment que deux nations qui dominent en ce moment un peu ce championnat U20. En tout cas, ce tournoi des 6 nations U20, c'est l'Angleterre et la France. On a vu encore les Anglais aller vraiment battre l'Irlande en Irlande sur la première journée. Et donc, si je dois vous recommander de regarder un seul match de tout le tournoi des U20, c'est vraiment le prochain match parce que c'est ce crunchouille, comme vous voulez, où là, on va voir si la France arrivera à dominer l'Angleterre, qui les avait battus l'année dernière en finale de la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment un match ultra intéressant à regarder. Et si vous aimez être le premier à connaître la nouvelle pépite, allez-y parce que là ça va en être bondé sur le terrain. C'est vendredi 21h. Vendredi 21h le match. Clément, tu me parlais de solutions pour le Pays de Galles qui en a pas trop vu ses jeunes, mais je crois que c'est un lien avec la question de la semaine. Absolument. Le Pays de Galles, on se posait la question et c'est la question qu'on a envie de vous poser cette semaine et à laquelle on répondra dans le prochain épisode après le crunch, donc la semaine prochaine. Vous avez vu cette semaine, on en a beaucoup parlé des difficultés du Pays de Galles. On a du mal à imaginer qu'ils vont trouver des solutions et des réponses dans le tournoi très peu probables et des réponses dans l'avenir encore plus compliquées puisque même Berton nous le disait, c'est compliqué chez les moins de 20. Parallèlement, de l'autre côté, dans le Rugby Europe Championship, aussi surnommé le 6 Nations B, des équipes comme la Géorgie dominent largement le tournoi. T'as vu combien ils ont gagné ce week-end ? 110 et quelques. Le gros score de l'histoire de la Géorgie. 110 à 0. Bon, après, c'est la Suisse. La Suisse. Ouais, qui montait en plus du tournoi. Voici donc la question du jour qu'on a envie de vous poser et à laquelle on répondra la semaine prochaine. Et les gars, je vous arrête tout de suite. Je ne veux pas entendre vos réponses maintenant parce que je vous vois venir. Vous êtes en train de commencer à y penser. C'est bien à vous, chers écouteurs, qu'on pose la question et vous nous répondez dans les commentaires. On sélectionnera les meilleurs. Êtes-vous favorable à un système classique de montée-descente dans ce tournoi ? Imaginez par exemple l'accueil de la Géorgie l'an prochain et la descente du Pays de Galles. Dites-nous ce que vous en pensez, comment vous le feriez en commentaire et on vous répond la semaine prochaine. D'ici là, les gars, je vous souhaite à tous un bon crunch que j'espère partager à vos côtés ce week-end. Et puis, on vous donne évidemment rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode du Rugby Show. On vous embrasse. N'oubliez jamais, abonnez-vous. Et le Rugby Show, c'est chaud. C'est chaud. On met la cloche. L'Italie, c'est la première fois qu'ils sont favoris.